Bonjour, je sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression que 2022 a encore été une belle année à 0D. Vous savez, ces vulnérabilités qui sortent un jour de nulle part et qui deviennent en quelques heures le sujet principal d'attention et de préoccupation de toute la sphère cyber. Vous savez, c'est Proxy Shell, Proxy Logon, Prit Nightmare, Log4Shell, Spring4Shell, etc. Si vous êtes dans l'IT ou dans la sécurité, vous en avez forcément déjà entendu parler. Plus le temps passe et plus le rythme avec lequel sort ce genre de vulnérabilité s'accélère. Là où du temps de Heartbleed, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un phénomène assez exceptionnel, aujourd'hui c'est presque devenu habituel. Dans la pratique, on observe que c'est un vrai challenge concrètement pour les équipes sécurité qui ne peuvent pas passer leur temps à traiter des vulnérabilités puisqu'ils ont un métier à côté et à la fois ils ne peuvent pas non plus se permettre de les ignorer complètement. Ces équipes, qui sont souvent limitées, elles peuvent des fois se sentir un peu démunies, voire complètement désemparées devant l'ampleur du phénomène qui fait que s'amplifier année après année. Dans cette vidéo, on va vous donner 5 conseils de base pour vous aider dans ce challenge de gestion des 0D au quotidien. L'idée finale étant d'atteindre un bon niveau de sécurité tout en optimisant au maximum vos ressources et le temps que vous allez dédier à cet exercice. Alors, la première étape, si on veut pouvoir gérer efficacement des vulnérabilités 0D, c'est évidemment de se tenir informé des publications de vulnérabilités. Alors pour ça, il y a plein de manières de faire. On peut utiliser des réseaux sociaux comme Twitter ou autres. On peut s'abonner à différents feeds, gratuits, payants, sous différents formats, avec différentes fréquences. Pour information, chez Expert Solutions, on propose justement un service de veille en vulnérabilité pour nos clients qui s'appelle ESAS. À la limite, j'ai envie de dire qu'importe là où les sources que vous choisissez de suivre, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. La chose très importante ici, c'est que votre veille en sécurité doit être au maximum ciblée. Qu'est-ce que j'entends par ciblée? C'est d'essayer au maximum de recevoir uniquement les vulnérabilités qui vont vous concerner directement et si possible, qui sont critiques pour vous, sur des produits que vous avez déjà, en version que vous avez, et qui sont particulièrement sensibles dans votre contexte. J'entends par là, je déconseille de souscrire à des services qui vont vous envoyer, par exemple tous les jours ou toutes les semaines, des bulletins génériques qui couvrent toutes les CVE publiées sur la période en question. Vous allez vous retrouver à recevoir des tonnes de bulletins dont 90% ne vous concernent pas, et rapidement vous risquez de plus les lire. Dans l'idéal, essayez de mettre en place une veille qui vous permet de recevoir uniquement les bulletins sur des produits que vous avez et même si possible sur les plus critiques pour vous. L'objectif, au final, c'est d'optimiser au maximum le nombre de bulletins que vous allez recevoir et que vous allez potentiellement devoir analyser. Ce que je trouve assez surprenant ces dernières années, c'est le phénomène, j'appellerais, de buzzification des 0D. Avant, quand une vulnérabilité était publiée, elle avait simplement un ID de CVE, une description, des fois un petit article dédié sur le site de l'éditeur, et c'est tout. Aujourd'hui, une 0D, quand elle sort, elle a un petit nom un peu sympa, elle a un site web dédié, des fois elle a un logo. Tous les sites d'IT de sécurité relaient l'information de cette 0D, souvent sans aucune valeur ajoutée, ni analyse profonde de la chose. Les réseaux sociaux s'enflamment, tout le monde en parle, il va de son petit avis, et on observe un peu un phénomène de buzz, une espèce d'effervescence, des fois de panique, autour de cette 0D. Et ce qui est à la fois surprenant, et je pense qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il n'y a pas toujours de lien entre le niveau d'excitation, si je peux dire générale, autour d'une 0D et la criticité réelle, objective de la vulnérabilité. Si on prend des exemples récents comme Spring4Shell ou la vulnérabilité OpenSSL 3, elles ont fait beaucoup de bruit, on en a beaucoup parlé, alors qu'objectivement, il n'y avait pas de raison de parler de celle-ci plus que d'autres. Et à côté de ça, il y a des fois des vulnérabilités qui pour le coup sont réellement critiques et qui passent complètement sous les radars. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que lorsque vous voyez une vulnérabilité qui fait beaucoup de bruit sur le net, c'est pas une raison pour s'inquiéter plus que ça et encore moins pour paniquer. Vous pouvez la traiter de la même manière que n'importe quelle autre, gardez votre calme et passez au conseil numéro 3, la qualification du risque. Alors, garder son calme, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
La première chose à faire lorsque vous êtes devant une vulnérabilité 0D, c'est de qualifier le risque réel que représente cette vulnérabilité dans votre contexte. En général, les vulnérabilités elles sont publiées avec un score CVSS, entre 0 et 10, qui donne une première indication. Mais on ne peut pas se baser uniquement sur ce score pour évaluer le risque associé à une vulnérabilité. Pourquoi ? Si je prends l'exemple d'une vulnérabilité de type déni de service, à distance, non authentifiée sur un applicatif web. À première vue, elle a l'air plutôt critique, il y a de bonnes chances qu'elle soit flaguée en sévérité haute par l'éditeur. Mais si chez vous, il se trouve que cet applicatif web, il est utilisé uniquement pour afficher le menu de la cafétéria sur une télé dans le couloir, eh bien, dans votre contexte, le risque associé à cette vulnérabilité sera, j'imagine, plutôt faible. Ça peut paraître évident, voire simpliste, quand je le dis comme ça, mais c'est en fait la partie la plus importante. Si on fait abstraction 2 minutes du score CVSS, sur quoi on peut se baser finalement pour évaluer le risque réel d'une vulnérabilité ? Eh bien, un risque, c'est toujours une combinaison d'impact et de probabilité. L'impact, ça définit les conséquences potentielles sur votre SI d'une exploitation réussie de la vulnérabilité. La probabilité, ça définit les chances que cette vulnérabilité soit effectivement exploitée chez vous. L'impact, il dépend de 2 facteurs. Le composant impacté, est-ce qu'on est sur le serveur web du menu de la cafétéria ou plutôt sur le serveur de radiologie de l'hôpital ? Forcément, l'impact n'est pas le même. Et il dépend aussi du type de vulnérabilité. Est-ce que c'est un déni de service, une fuite d'informations, une exfiltration, etc. La probabilité, elle, va dépendre de 2 autres facteurs. Le contexte d'exploitation, est-ce que c'est une vulnérabilité qui s'exploite à distance, localement, est-ce qu'il faut une action manuelle ou pas ? Et de la difficulté associée à l'exploitation. Est-ce qu'il y a des scripts disponibles sur GitHub pour exploiter la chose, ou est-ce qu'il faut être un expert absolu en cryptographie pour y arriver ? Une fois que vous avez estimé l'impact et la probabilité sur une échelle faible, moyen, haut, sévère, vous avez votre niveau de risque réel. Et ce risque nous amène au conseil numéro 4, adapter la réaction. Alors, tout l'intérêt de bien qualifier le risque à la base, c'est d'apporter une réaction adaptée à la menace. Sous-estimer le risque, c'est ne pas suffisamment réagir et risquer au final une compromission. Surestimer le risque, c'est potentiellement gaspiller de l'énergie et des ressources dans des actions qui sont peut-être pas nécessaires et encore moins urgentes. L'étape de qualification du risque est donc très très importante. Une fois qu'on a notre risque, l'idée c'est de mettre en place une matrice de traitement des vulnérabilités en fonction du niveau de risque réel. Alors, pour cette étape, il n'y a pas de vérité absolue. Tout dépend du niveau de risque que vous êtes disposé à accepter et des ressources qui sont à votre disposition. Pour donner un exemple, mais ce n'est qu'un exemple, on pourrait dire qu'un risque faible est tout simplement accepté. On ne prend aucune mesure particulière. Pour un risque moyen, on peut dire qu'on va planifier un correctif lors de la prochaine mise à jour ou maintenance du composant qui est impacté. Pour un risque haut, on peut dire qu'on veut le traiter dans les 3 jours. Et pour un risque critique, on va engager un traitement urgent, immédiat, avec la création d'une cellule de crise. Alors on voit que dans ce cas particulier, qui n'est qu'un exemple, pour les vulnérabilités faibles et moyennes, il n'y a pas spécialement de perturbation du planning des équipes. Certaines vulnérabilités sont simplement ignorées et d'autres sont prises en compte dans le processus habituel de patching. C'est uniquement de manière exceptionnelle et normalement plutôt rare qu'on va engager des actions court terme, voire immédiates. Et en parlant d'action immédiate, ça nous amène au conseil numéro 5, avoir un processus de gestion de crise. Alors, dans le cas d'un risque très élevé, critique, qui nécessite une prise en charge immédiate, il y a souvent des décisions à prendre, des arbitrages à faire, des actions à coordonner entre différentes équipes, du reporting à faire à différents niveaux, etc. Il faut s'imaginer que quand ça arrive, on est dans un contexte un peu de stress, un peu de tension, et c'est pas très confortable si à ce moment-là, on se pose les questions de qui décide, qui fait quoi, quand, quel outil on utilise pour communiquer, etc. Si possible, le processus de gestion de crise lié à une vulnérabilité doit être pensé, validé et partagé avec tous les acteurs concernés avant que la crise n'arrive. De telle sorte que le jour où les rôles et les responsabilités de chacun soient clairs pour tout le monde.
Alors, après tout ça, vous vous dites peut-être, ça a l'air un peu lourd quand même. Si je dois dérouler tout ça à chaque vulnérabilité qui passe, je vais passer mon temps à faire ça. Eh bien, pas du tout. Je peux vous en parler, puisqu'au SOC Defense, chez Expert Solutions, c'est un processus qu'on fait bien entendu quotidiennement, pour nous-mêmes, pour protéger nos propres infrastructures, mais aussi pour nos clients. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous avez mis en place une veille sécurité efficace, bien ciblée sur les produits et les versions que vous avez chez vous et qui sont sensibles, vous allez recevoir normalement, en moyenne lissée sur une longue période, entre 5 et, allez, grand maximum, 10 bulletins par jour de sécurité avec des vulnérabilités. Avec le temps et l'expérience, vous allez passer entre 30 secondes et, allez, maximum 2 minutes pour analyser le risque par bulletin. Donc là, vous êtes à 5-10 minutes par jour en moyenne pour le processus. Si vous faites une bonne qualification des risques, normalement, dans 90% des cas, vous n'allez pas engager de réaction particulière. Donc là, vous passez 5 à 10 minutes par jour et dans 90% des cas, en fait, vous ne faites rien d'autre. Et à la fin, vous pouvez être plutôt confiant sur votre niveau de sécurité effectif. Et en parallèle de ça, vous avez un processus de gestion de crise déjà défini et clair pour le jour où effectivement vous allez en avoir besoin et devoir réagir vite et bien. S'il y avait une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est vraiment la qualification du risque. C'est vraiment la clé de la réussite de cet exercice, c'est le nerf de la guerre. Ne prenez pas le score CVSS comme une vérité absolue. Un score élevé peut correspondre à un risque réel faible dans votre cas, ou même on a des fois l'inverse, un risque modéré voire faible peut en fait correspondre à un risque élevé dans votre contexte. Et ensuite, adapter votre réaction au niveau de risque réel.